Alors on va commencer. Le premier topo là, de cette session. On avait donc le titre de ce topo était l'endoscopie, est-ce une révolution? Alors on a pris le titre au mot et on allait chercher avec Henri la définition d'une révolution et vous la retrouvez dans le Robert. Hein. C'est l'ensemble des événements historiques qui ont lieu lorsqu'un groupe renverse le régime en place et que des changements profonds se produisent dans la société. Donc ce qu'on s'est dit schématiquement, c'est que pour une révolution, il faut un ancien régime, il faut un nouveau courant de pensée, il faut un groupe de révolutionnaires, et ensuite il faut le passage à l'acte. Alors pour l'ancien régime, j'ai trouvé que Henri, c'était pas mal. Donc, Voilà, au niveau de l'ancien régime, on a quand même pas mal de croyances et de mythes autour de nos chirurgies de la colonne vertébrale. C'est vrai que souvent, pour accéder à un nerf, on va devoir créer une lésion de passage pour aller le décomprimer. Et donc, il y a quand même des gens qui avaient une image un peu négative de cette chirurgie de la colonne vertébrale. Puis c'est un organe qui est quand même particulier, parce que c'est une pile d'assiettes. 24 assiettes sont empilées les unes sur les autres, donc quand vous en touchez une, ben les autres peuvent aussi réagir. Et alors, cet ancien régime, il se remet quand même en question. On a quand même développé comme des chirurgies dites mini-invasives. Alors l'ancien régime se sent un peu plus établi. On a même développé beaucoup de chirurgies antérieures à Santi, ce qui permet de ne pas toucher aux muscles vertébraux postérieurs, pas de délabrement musculaire. Et puis on s'est mis aussi toujours dans cette idée d'ancien régime pour se donner une légitimité politique à des fixations encore moins agressives, des fixations percutanées, des gestes de kyphoplastie pour éviter à nos patients de porter des corsets longtemps. Et du coup, cet ancien régime, il est bien en place, il fonctionne parce qu'on a quand même des chirurgies qui rendent service à nos patients avec des résultats tout à fait favorables et des bénéfices-risques acceptables. Néanmoins, de l'autre côté du monde, il y a un nouveau courant philosophique qui est apparu, et ce courant philosophique bouscule un peu l'ancien régime. Alors effectivement, ce courant philosophique, il ne faut pas imaginer que c'est un endroit isolé dans le monde où ça se passe, qu'il y a une véritable internationale de l'endoscopie, puisque là vous voyez sur PubMed le nombre d'articles qui sont sortis ces dernières années. Alors juste en définition de l'endoscopie, à droite ici, vous avez sur la nomenclature de l'endoscopie, il y a des choses qui ne sont pas de l'endoscopie. Et la vraie endoscopie, c'est une vision indirecte, donc une vision indirecte, et il faut que ça se passe dans un milieu aqueux, a priori du sérum. Et donc tout ce qui n'est pas dans un milieu aqueux avec une vision indirecte n'est pas de l'endoscopie, notamment les mini-invasifs, où on va continuer à faire la même chose et au lieu de tout simplement regarder par le trou de la serrure, on va introduire une caméra, ça n'est pas la définition de l'endoscopie. Et ce qui est extraordinaire quand même, c'est qu'on se retrouve dans une ignorance française absolue jusqu'en 2018, alors que ça existe chez nos voisins d'outre-Rhin, en Allemagne depuis au moins 2004, 2005, et superbe ignorance des Français. Et pourtant, franchement, il y a matière à littérature. Vous voyez, là, on est déjà sur des méta-analyses. Alors ici, c'est une méta-analyse de 2016. Donc on a déjà, il y a 6 ans, il y avait déjà des méta-analyses qui montraient que l'endoscopie présentait moins de complications, des meilleurs résultats à court terme, équivalents à 2 ans. L'endoscopie, là c'est encore une autre méta-analyse qui montre que l'endoscopie est la procédure la plus sûre en termes de complications post-opératoires par rapport aux micro-dissectomies ou aux dissectomies par tube, avec des randomisés contrôlés. Ici encore, une autre étude qui le montre. Et on a même des équipes indiennes maintenant qui posent la question du gold standard. Est-ce que le nouveau gold standard dans la discopathie, enfin dans la cure de hernie discale, est-ce que ce ne serait pas tout simplement la chirurgie endoscopique? Et donc pour cela, je vous avais dit qu'il fallait des révolutionnaires, donc Henri. Alors pour être un bon révolutionnaire, je crois, il faut déjà avoir fait ses preuves. Donc c'est vrai qu'initié par Alexis Faline et Vincent, ainsi que Marc, on a beaucoup été à l'initiative de tout ce qui est implant sur mesure, et vous savez qu'aujourd'hui c'est vraiment ce qui fait
de toute la restauration de l'équilibre sagittal, et que c'est pour ça que Medicrea a été revendu à 140 millions à Medtronic, et c'est une petite idée qui est partie quand même du centre orthopédique Santi initialement. Et donc il y a quand même une envie de révolution déjà chez nous. On a aussi commencé cette révolution sur les protocoles de réhabilitation améliorés autour de la chirurgie de la colonne vertébrale, avec des publications. Et puis la Haute Autorité de Santé est venue nous demander de former toutes les cliniques autour de nous, tous les autres hôpitaux autour. Donc finalement, c'est des révolutionnaires un peu aguerris qui se sont dit ce courant de pensée philosophique, il faut l'acquérir, il faut aller s'en imprégner et se former. Donc c'est un voyage initiatique qui était débuté en 2018. Ça a pris quand même des petits coups d'arrêt au niveau du Covid, puisque ça nous a empêché de voyager autant qu'on l'aurait voulu, notamment en Corée. Et en revanche, ça a été aussi une bataille financière. Vous savez que la révolution, il faut la financer. Et donc, c'est là où on a la chance d'être dans un centre comme le centre orthopédique Santi, c'est que tous les chirurgiens du centre ont réussi à porter aussi notre projet auprès de la direction de Ramsay, et on a pu enfin acheter les ancillaires, ce qui n'est pas une mince affaire parce que c'est des vrais enjeux économiques, et c'est comme ça qu'on a pu passer à l'action. Passage à l'action. Alors d'emblée, on va parler des différentes techniques. Celle qui paraît probablement la plus instinctive, c'est la technique interlamaire, où vous imaginez bien ce qu'on va faire. On va passer dans cet espace interlamaire, dans cette fenêtre entre L5 et S1 par exemple ici, et on va aller introduire, faire nos petites marques sur la peau, et on va aller introduire d'abord une aiguille, puis une bougie. Et puis sur cette bougie, on va introduire une caméra. Et alors là, en tout cas moi j'ai été bercé par Cousteau dans ma jeunesse, et je trouve ça merveilleux parce que maintenant, enfin, aussi nous, en colonne vertébrale, on peut avoir des visions sous-marines merveilleuses avec en plus un grossissement x32. Et en plus de ça, vous avez un optique que vous pouvez tourner à 30 degrés. Alors ça, bien sûr, pour vous, ce n'est pas une révolution en hanches et genoux, par exemple, ou en épaules, mais pour nous, on n'avait pas ça jusqu'à présent. Et grâce à ça, maintenant, on peut vous fournir des images pas du tout gore, mais magnifiques, où on peut voir enfin, par exemple, le ligament jaune. Peut-être vous avez entendu parler donc, du ligament jaune. Maintenant, là, vous allez pouvoir voir un ligament jaune que je suis en train d'ouvrir gentiment. Voilà, donc là c'est dans l'eau, on a le tube, ici on a le ligament jaune, on va avoir la vertèbre au-dessus et la vertèbre en dessous. Voilà comment on commence. Ensuite, une fois qu'on a ouvert le ligament jaune, là, on va l'ouvrir et on va voir, hop, vous voyez en dessous, un petit peu de graisse, une pénombre, et c'est la dure-mère. Et là on est dans l'espace épidural, donc pour ceux qui ne connaissent pas bien, c'est là où on va faire par exemple les péridurales, où on va faire les injections ou les infiltrations épidurales. C'est dans ce petit espace qu'on a créé avec l'eau. Voilà. Une fois qu'on a ouvert le ligament jaune, voilà, on va aller directement sur la zone, alors là c'est sur une hernie discale. Donc on va aller avec une petite sonde de radiofréquence, on va aller décoller les adhérences. Alors il faut imaginer que derrière cette sonde, vous allez avoir la racine nerveuse et on va commencer à décoller. Et en dessous, on va progressivement voir apparaître le disque. Vous voyez, là, hop, on voit le disque apparaître, une petite boule blanche avec la racine nerveuse qui est refoulée et qui colle littéralement. Et souvent, on pense que c'est le signe de l'ASEG que vous pouvez voir avec vos patients. On pense quand même qu'il y a de la compression, mais il y a aussi de l'adhérence. Et on dit toujours à nos jeunes internes que ça a une consistance de pointe de nez quand vous palpez une hernie discale. Et on va la palper. Voilà. Et une fois que vous l'avez palpée, eh bien, après, vous poussez le nerf avec votre petit tube et vous pouvez aller chercher votre hernie discale avec une pince. Voilà, donc on va chercher. Alors c'est des petits bouts au départ, et puis après on peut se retrouver avec des gros morceaux qui vont sortir. Voilà. Une fois que vous avez enlevé la hernie discale, et ça c'est assez pédagogique pour les patients, ils aiment bien voir ce genre d'image, on leur montre le petit trou qui reste, et ça nous permet d'expliquer les suites post-opératoires, qu'on ne fait pas n'importe quoi derrière, et qu'on attend que ce petit trou cicatrise. Là vous avez vu une hernie classique, et là vous voyez une hernie qu'on a fait en urgence.
Voilà, où c'est beaucoup plus inflammatoire. Vous voyez, on voit la bosse là, vous voyez l'espèce de grosse bosse blanche violacée. Ça, c'est la hernie qui vient de sortir et la patiente était hyperalgique, déficitaire. Et donc, ça, voilà à quoi ça ressemble une hernie quand elle vient de sortir, avec encore l'échymose sur le disque. Et là, on va passer à une autre technique encore plus révolutionnaire. C'est la technique transforaminale. Je ne sais pas si vous voyez bien les vidéos, si c'est possible d'éteindre juste au-dessus de l'écran retransmis, parce que c'est vrai qu'on voit mieux sur notre écran de contrôle. En tout cas, voilà. Après, l'autre approche, c'est une approche encore plus révolutionnaire, c'est ce qu'on appelle l'approche transforaminale. L'approche transforaminale, c'est vraiment la quintessence de la chirurgie minimale invasive, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on va associer des phénomènes de visée, des phénomènes de gestes endoscopiques. On va passer par le petit trou de souris, en fait, qu'est le foramen. C'est donc un chirurgien aux États-Unis qui s'appelle Cambin, qui a décrit cette zone qui est une zone de sécurité, une safety zone, qui se trouve sous la racine passante, sous la racine sortante. C'est qu'au niveau d'un espace vertébral, par exemple à l'étage L4, L5, naît la racine L5 et sort la racine L4. Et du coup, on va passer entre ces deux racines nerveuses pour accéder au canal rachidien. Vous le voyez bien sur l'image de gauche. Et puis, en fait, vous voyez que si on tourne un peu autour du patient, on augmente notre zone de sécurité. Et après, le problème, c'est qu'avec les phénomènes arthrosiques, on peut être un peu embêté parce que l'arthrose prend de la place dans cette zone de travail. Et donc, c'est pour ça qu'on va essayer d'optimiser au maximum les choses, c'est-à-dire de rogner un peu, ce qu'on appelait le recalibrage, où avant, pour recalibrer un nerf, on devait enlever beaucoup de structures. Là, on va viser exactement là où on veut, en enlever le moins possible, moins déstabiliser et bien libérer. Tout ça va utiliser bien sûr des artifices techniques pour s'anguler, pour arriver au plus près de notre zone de travail. Donc qu'est-ce que ça donne? En gros, on commence à faire des visées, on a l'habitude, on fait des visées pédiculaires assez souvent, c'est un travail vraiment de radio, et on va faire exactement la même approche que si on faisait une infiltration. On commence avec une aiguille, et donc vous voyez, sur mon aiguille, je vais passer un guide, sur le guide, on va passer des dilatateurs, et sur ce dilatateur, on va enfin passer un reamer, c'est-à-dire un alaisoir qui va nous permettre de travailler le plus près de la zone de conflit. Donc vous voyez la zone de conflit, on la voit, c'est cette hernie discale en haut à gauche. J'ai mon tube de dilatation qui est juste à côté. En haut à droite, je vais justement rogner un petit peu d'os, je fais mon recalibrage et le but c'est d'arriver au plus près de cette hernie afin de surtout créer le moins de lésions possible. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais mettre ma canule d'endoscopie, on met la canule d'endoscopie et vous voyez que la canule elle arrive juste là où on voulait travailler et donc on met l'endoscope et en fait tout de suite on va tomber sur la hernie discale. C'est quand même assez bouleversant parce que on se retrouve dans une configuration où on a un geste qui nous paraît de plus en plus gagnant pour le patient, ce qui est quand même notre objectif principal, c'est de rendre service. Et donc, on est content de pouvoir le faire avec ces techniques. Donc, une fois que j'introduis l'endoscope, on a une vue qui n'est pas anatomique, hein, c'est pas tellement comme à l'intérieur de la mer on a l'habitude de faire. Et donc, là, vous voyez, à droite de l'écran, vous avez les pieds, donc la racine nerveuse est là. Ce qui est blanc en bas, c'est le disque. On est en train de mettre la pince à disque dedans et on ramène l'élément hernière. Et vous voyez que l'élément hernière, en fait, il arrive et puis hop, on va enlever cette grosse hernie. On voit souvent que les hernies sont en 2 ou 3 fragments et donc on va remettre la pince pour enlever ces fragments de disques qui sont dits de disques instables, c'est-à-dire cette partie de hernie discale. Et ça permet de sauver le nerf et puis finalement là on commence à percevoir le nerf, on commence à voir les structures qui commencent à bouger parce que ce qui gênait et ce sur quoi on avait visé a été enlevé et à partir de ce moment-là, les structures neurologiques commencent à battre et on obtient des bons signes de libération. Qu'est-ce que ça donne? Quand on s'écarte un peu du scope, vous voyez qu'au moment où on enlève l'hernie discale, vous voyez, là c'est un beau gosse scopère puisque c'est Marc, et il enlève une énorme hernie discale qui est finalement beaucoup plus grosse que la canule de travail, que l'endoscope qu'on a utilisé, dont le diamètre est de 6 mm, parce que la hernie va se déformer.
On remet notre endoscope et à ce moment-là, vous voyez que la racine est libre. On reconnaît toute notre structure, on reconnaît le foramen, on reconnaît la nature et puis la racine et on reconnaît une anatomie, sauf qu'elle est vue par en dessous. Et vous voyez sur le contrôle scopique qu'on peut aller très loin, on peut aller jusqu'à la ligne médiane sans trop de problèmes. Et donc finalement, on a ouvert de 6 mm et vous voyez la taille de la hernie qu'on a enlevée. Donc ça bouleverse quand même un peu les idées reçues, ces idées qui étaient qu'on crée de la lésion de passage pour opérer, et on a l'impression de faire une chirurgie qui, en tout cas, nous donne soif de révolution. Après, il y a encore une autre technique qui existe, qu'on a aussi utilisée maintenant et qu'on utilise depuis cette année, qui est la décompression quand on a une sténose. Là, vous avez vu des hernies discales. Ensuite, on peut faire la même chose sur des rétrécissements canalaires. Donc là, vous voyez le canal. Ici, vous pouvez avoir de l'arthrose qui va aller comprimer les racines. Eh bien, c'est le même principe. On va utiliser un endoscope, mais cette fois-ci, il faut aller travailler, il faut fraiser pour aller creuser un petit peu et libérer l'os et les structures compressives. Et on va obtenir ce genre d'image. Alors, moi, je trouve que c'est quand même assez joli. On voit la dure-mère. Là, vous voyez la dure-mère avec les vaisseaux, on voit vraiment très près. Hein. On est multiplié par 32. Et donc là, par exemple, c'est un patient qui avait une lipomatose. Vous voyez, de la graisse de partout. Vous voyez toute cette magnifique mousse jaune. Ben, c'est tout simplement de la graisse et il faut l'enlever progressivement. Une fois qu'on a libéré, on peut même aller de l'autre côté sans passer, sans changer l'incision. Et vous voyez qu'on passe, on appelle ça les over the top, où on va aller de la droite vers la gauche. Là, vous voyez la racine sortante du côté gauche alors qu'on est à droite. Tête vers là-bas, pied vers là. Donc on peut vraiment voir le canal rachidien dans sa totalité. Et puis, on peut même aller vérifier que la racine est bien libre. Donc il suffit d'aller palper, on a cette petite boule là que vous voyez, on va palper la racine contralatérale, et là, regardez, hop, on voit le nerf, vous voyez là, le disque, vous voyez, on voit le disque qui coulisse sur le nerf. Voilà, donc finalement c'est un concept, une révolution, mais une révolution qui est en fait bien là, parce que finalement aujourd'hui on a commencé depuis 2020, on a toujours respecté la philosophie qu'on s'est toujours donnée à Santi, c'est-à-dire qu'on agit et on parle après. Donc aujourd'hui c'est déjà plus de 250 cas qui ont été faits chez nous. On est assez sollicité pour des communications multiples, pour beaucoup former les chirurgiens d'autres centres qui viennent d'un peu partout. On est en train de bouger les institutions, on a fait des demandes de cotation hein, pour la haute autorité de santé, la haute autorité de santé, mais c'est à peu près la même chose. Et puis finalement, à Santi, la chirurgie endoscopique, en tout cas pour nos hernies discales, est devenue notre gold standard, sauf pour des raisons anatomiques qui pourraient nous paraître dangereuses. On s'est mis à la décompression radiculaire, comme vous le disiez Marc, parce que c'est quand même une technique qui demande une grosse learning curve qu'on est en train d'étudier, qu'on est en train d'essayer de publier avec Thaïs. On est aussi en train d'essayer de publier une série sur une cohorte historique comparative. Donc c'est du travail, mais on a vraiment l'impression, pour essayer de respecter les termes du moment, que la révolution est en marche. On espère qu'elle nous emmènera le plus loin possible et qu'on ne s'arrêtera pas là. Je vous remercie beaucoup. Donc, oui, moi, ce que je retiens, c'est votre enthousiasme, c'est votre travail en équipe, et puis vous avez quand même pris beaucoup de retard sur la hanche, le genou, la cheville et l'épaule. Donc aujourd'hui, vous avez les mêmes sensations que peuvent vous décrire ceux qui ont fait de l'arthroscopie, et donc c'est important. Donc le sujet, c'était l'endoscopie rachidienne. Vous ne nous avez pas parlé de l'endoscopie cervicale. C'était notre dernière slide, tu vois. Ah, regarde, derrière toi. Tu regardes, il y a marqué cervical. Ah oui, d'accord. C'est 2023, tu vois. Ah ouais, j'ai pas lu jusqu'au bout. Bon, merci, c'était vraiment bien. Il y a sûrement une question, peut-être. Les principales contre-indications. La contre-indication, c'est la difficulté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est, je pense, des chirurgiens aguerris en chirurgie de la colonne vertébrale. Donc quand on a un cas complexe, on est capable de le résoudre. Probablement qu'on n'a pas encore toute la maturité chirurgicale de tout faire en endoscopie. Et notre responsabilité, quand un patient vient nous voir, c'est dire ça. Certains de nos détracteurs
disent, parce que ça déplaît quand même un peu à certains patrons, etc., qu'on ait autant d'enthousiasme et qu'on commence à en parler. Et bien, certains de nos détracteurs disent que c'est marketing. La littérature dit que c'est pas du tout marketing. Et le seul truc, c'est qu'on s'est quand même lancé dans une pratique où on était en chirurgie libérale et on s'est toujours dit qu'on ne mettrait jamais un patient en danger. Donc quand on voit qu'il y a un cas qui nous paraît un petit peu limite ou une contre-indication, on va réaliser ce cas en chirurgie ouverte comme on a l'habitude de faire. Et vous avez déjà converti beaucoup de fois, en commençant en endoscopie et en finissant en ouvert? 2 fois, parce que c'était 2 fois mes patients. Oui, 2 fois. La première fois, c'était une problématique de discussion avec nos collègues anesthésistes, c'est que c'est des chirurgies qu'on fait sans curare. Comme ça, on est sûr que dès qu'on est proche du nerf, le nerf est stimulé. Et il se trouve qu'à la checklist, on n'avait pas bien vérifié que le patient était non curarisé. Donc c'était dans nos premières semaines. Donc j'ai préféré convertir pour ne pas mettre en danger quelqu'un. Et la deuxième fois, ça a été sur une sténose lombaire complexe. Et on s'est dit que la chirurgie traînait un petit peu et qu'il valait mieux ouvrir pour finir le geste et que ça paraissait plus safe. Vous êtes enthousiaste et raisonnable, c'est un bon mariage, ça.